Mesdames et messieurs, comme chaque soir, je vais commencer par un point sur la situation internationale, puis française. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par l'épidémie de coronavirus, avec 338 000 patients diagnostiqués. L'Europe reste ce soir l'épicentre de la pandémie, avec 650 000 cas et 49 000 morts. La situation française est la suivante. 29 722 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection à coronavirus, soit un solde de 831 patients supplémentaires par rapport à hier. 7 072 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation. Au cours des 24 dernières heures, 478 nouveaux patients ont été admis en réanimation. Il a été nécessaire de prendre en charge 94 patients supplémentaires en tenant compte des sorties quotidiennes nombreuses. Ce besoin de trouver de nouvelles places augmente moins rapidement que les jours précédents. Je rappelle qu'il était de 140 patients hier, 176 samedi, et que nous étions au-delà de 450 nouveaux patients en bilan entrée-sortie en réanimation dans les hôpitaux français la semaine dernière. C'est un indicateur important, parce que c'est un indicateur de tension dans nos hôpitaux et de mobilisation de toutes les ressources humaines et logistiques. En Outre-mer, on relève 163 hospitalisations contre 155 hier, dont 46 en réanimation et 136 patients guéris de retour à domicile. Au total, ce sont 17 250 personnes guéries qui ont quitté l'hôpital, plus de 1000 patients supplémentaires hier, auxquels il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville. En établissement social et médico-social, 3 865 établissements ont d'ores et déjà signalé au moins un épisode de cas de Covid à Santé publique France, pour un total de 23 620 patients diagnostiqués. La mortalité hospitalière depuis le 1er mars fait que nous déplorons 6 494 décès à l'hôpital, soit 605 décès à l'hôpital de plus sur les 24 dernières heures. En EHPAD et en établissement médico-social, nous déplorons 2417 décès survenus depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire que depuis le 1er mars, en additionnant les décès à l'hôpital et en établissement de santé sociale et médico-social, nous déplorons 8 911 décès contre 8 078 décès recensés hier, soit 833 décès de plus en 24 heures. Mesdames et messieurs, je sais combien les Français sont fiers, reconnaissants envers leurs médecins, leurs soignants, leurs ambulanciers, leurs pompiers. Ils voient les images de leurs exploits au quotidien sur leur écran de télévision, lisent les récits de journées sans fin dans la presse, soutiennent massivement leur blouse blanche sur les réseaux sociaux. Ce soir, je voudrais dire ô combien ils méritent votre estime et votre reconnaissance et votre admiration. Ce qui a déjà été fait, c'est du jamais vu dans l'histoire contemporaine de la France. Une vocation qui confine parfois, je n'ai pas peur du mot, à l'héroïsme. Héroïsme face à la maladie et face à la mort. Nos soignants, qu'ils soient hospitaliers publics ou privés, libéraux ou salariés, en établissement de santé ou dans des établissements et services médico-sociaux, sont ces héros de cette lutte que nous livrons face au coronavirus. Comment mieux décrire cette infirmière qui enchaîne les jours et les nuits au chevet des malades jusqu'à porter sur son visage les stigmates d'un masque de protection? Comment mieux décrire ces soignants qui décident de quitter leur ville, leur famille, pour rejoindre les territoires où l'on a le plus besoin d'eux? Ces réanimateurs embarqués dans des avions sanitaires pendant des heures pour mettre leurs patients à l'abri dans un hôpital parfois situé au bout de la France, voire en Allemagne ou en Suisse. Leur détermination est sans faille dans des situations humaines qui portent toutes en elles leur lot de souffrance pour les malades comme pour leurs proches. Et je voudrais vous dire, cette innovation incroyable qui se déploie jour après jour sur notre territoire, l'innovation qui transforme des TGV en ambulances géantes, qui héliportent, qui avionnent, qui naviguent, celle qui fait d'un simple lit d'hôpital une chambre de réanimation, avec ses équipements indispensables,
respirateurs, pousse-seringues, moniteurs cardiaques. Celle qui permet à des centaines de milliers de patients de consulter leur médecin par télémédecine, voire par téléphone. Jour après jour, leur mobilisation nous permet de surmonter le pic épidémique que nous vivons. Ce n'est pas terminé, loin de là. Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Le chemin reste long et rien n'est fini. Les chiffres que je vous ai présentés il y a quelques minutes le démontrent. Je vous dis cela parce que ce soir, comme hier et comme demain, ce que nous devons en retour à nos héros, c'est de continuer notre mobilisation de citoyens, tout aussi précieuse pour sauver des vies, tout aussi vitale, en restant chez nous. Ce qui permet à nos hôpitaux de tenir, dans des conditions parfois extrêmes, mais de tenir, c'est aussi la préparation de nos hôpitaux. Je fais référence ici à la déprogrammation massive des soins non urgents, à l'activation précoce du plan blanc partout sur le territoire. J'ai toujours eu conscience que nos hôpitaux étaient modernes, capables de tous les exploits. Ils nous le démontrent chaque jour. Nous savons tous que l'hôpital de demain ne pourra pas être exactement l'hôpital d'hier. Cette crise sanitaire traduit aussi la nécessité de réinventer le modèle de l'hôpital, qui devra pour l'avenir être mieux armé pour gérer toute crise épidémique de cette ampleur, avec les moyens et les organisations pour cela. Il faut regarder la situation telle qu'elle est et constater que la crise du Covid-19 change la donne hospitalière, et ce changement s'inscrira, à n'en pas douter, dans la durée. Au sortir de la crise, il conviendra donc, au-delà de l'indispensable reconnaissance due au personnel hospitalier qui auront démontré à la nation tout entière combien elle leur doit, de réinterroger en profondeur nos réflexes et nos manières de penser en matière de gestion hospitalière pour préparer le grand plan d'investissement dans notre système de santé que le président de la République a annoncé à Mulhouse le 26 mars dernier. D'ici là, il convient de considérer avec humilité les projets, les réorganisations engagées avant cette crise et d'en suspendre toute la portée jusqu'à ce que l'inventaire de cette épidémie, tout l'inventaire, ait pu être effectué avec tous les soignants. Car l'hôpital devra s'armer pour répondre avec résilience aux épidémies, tout en poursuivant ses missions fondamentales, notamment vis-à-vis des maladies chroniques ou des pathologies fonctionnelles. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour rappeler chaque Français qui nécessite des soins essentiels en dehors du coronavirus à contacter son médecin et, le cas échéant, son hôpital pour ne pas retarder indûment une prise en charge dont le report pourrait lui causer du tort. J'ai entendu parler de suivi de grossesse interrompue, de dépistage du cancer non réalisé ou de vaccination infantile retardée. Je souhaite appeler chaque Français à revenir vers son médecin pour que ces actes essentiels continuent d'être assurés, notamment à distance, à chaque fois que c'est possible. Alors que la vague de patients atteints du coronavirus atteint les réanimations, il ne faudrait surtout pas que d'autres malades renoncent à des soins essentiels dans la période, car les conséquences sanitaires pourraient être lourdes. Aussi, j'insiste sur la nécessité pour ces personnes de continuer à consulter leur médecin traitant, mais également leur médecin spécialiste d'organes, tels que cardiologue, pneumologue ou encore endocrinologue. Dans la plupart des cas, une simple téléconsultation, par téléphone même, peut d'ailleurs suffire. Ce qui n'empêche pas que si vous devez vous faire dépister un cancer du sein par mammographie, cancer colorectal, faites-le. Si vous devez faire vacciner votre enfant, faites-le. Si vous avez un diabète ou toute autre maladie chronique et que vous devez avoir un suivi, faites-le. Nous avons mis en place des dispositifs permettant de faciliter le suivi des personnes atteintes de maladies chroniques. Je le disais, la télésanté avec les téléconsultations, mais également le télésoin pour les infirmiers ou bientôt d'autres professionnels de la rééducation comme les masseurs-kinésithérapeutes. La possibilité également de prolonger les ordonnances de médicaments ou de soins infirmiers pour les malades chroniques. En période de confinement, l'attestation de déplacement dérogatoire précise bien d'ailleurs que vous avez le droit de consulter votre médecin, notamment lorsque vous avez une affection de longue durée.
Je m'adresse aussi aux médecins, qu'ils soient généralistes ou d'autres spécialités, pour leur dire, et je sais que beaucoup le font déjà, n'hésitez pas à rappeler vos patients. Assurez-vous que le suivi est maintenu et qu'il n'y a pas de risque de décompensation d'une maladie chronique. J'entends par ailleurs les demandes de certains hôpitaux, de certaines cliniques situées dans des territoires où le virus circule peu et qui souhaitent désormais amplifier certaines activités de soins qui n'engagent pas de moyens humains ou matériels indispensables dans la guerre contre le Covid-19. Je tiens à leur dire que nous évaluons toutes ces demandes, mais au vu de ce que nous connaissons dans les territoires sous forte tension comme en Île-de-France, je souhaite qu'un maximum de moyens restent mobilisés par solidarité. Samedi dernier, je me suis adressé, avec Sophie Cluzel, à l'ensemble du secteur du handicap. Je voudrais évoquer ce soir la situation des personnes âgées en perte d'autonomie, qu'elles soient à domicile ou en EHPAD. C'est un sujet qui inquiète profondément, et c'est normal, les Français. Avant toute chose, je voudrais rendre un hommage tout particulier aux plus de 800 000 professionnels du grand âge. Que ce soit à domicile ou en établissement, ils ont en commun d'être en première ligne tout au long de l'année auprès des personnes âgées et de se battre pour sauvegarder leur autonomie, leur santé, leur sécurité, leur liberté et leur joie de vivre. Aujourd'hui, cette première ligne revêt un sens tout particulier. Avec les proches aidants qui accompagnent au quotidien nos aînés, ils sont les gardiens de ceux qui sont le plus fragiles face au virus. Je voudrais leur dire aujourd'hui que leur engagement les honore. Chaque jour dans les EHPAD, les résidences autonomie, les résidences services ou les unités de soins de longue durée, mais aussi les services à domicile, ils se rendent auprès de nos aînés pour les protéger, avec un professionnalisme et une humanité qui forcent mon admiration personnelle et qui doivent forcer l'admiration de tous les Français. Ils se battent pour éviter que le virus n'entre dans les EHPAD. Et je veux rappeler que les 2/3 des EHPAD n'ont déclaré aucun cas grâce justement à la vigilance extrême de ces professionnels. Il faut le marteler. Les morts nous bouleversent. Mais cette bataille n'est pas perdue. Ce n'est pas vrai. Nous nous battons pied à pied pour protéger les résidents. Là où le virus est entré, les professionnels mènent une toute autre guerre. Ils luttent contre sa propagation et pour soigner les malades. Et nous leur devons un soutien sans faille. Il y a une semaine, nous avons annoncé le renforcement des mesures de protection au sein des EHPAD, la mobilisation de ressources extérieures pour que les établissements ne restent jamais seuls dans la prise en charge, la création de filières d'hospitalisation spécifiques pour les personnes âgées. Dès maintenant et dans les jours à venir, nous mettrons un accent particulier sur les renforts humains, en mobilisant à grande échelle la réserve sanitaire, en facilitant l'intervention des médecins et infirmiers libéraux dans les établissements et en mobilisant toutes les ressources locales. Je voudrais aussi revenir aujourd'hui sur un point particulier, c'est le sujet du dépistage. Nous sommes en train de doubler notre capacité de test par PCR, je vous l'ai déjà dit, ce qui nous permet de lancer une vaste opération de dépistage des personnes les plus vulnérables en mettant la priorité sur les personnes âgées, les personnes handicapées les plus fragiles, ainsi que les professionnels qui les accompagnent en établissement comme à domicile. Le principe est le suivant, tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l'apparition du premier cas confirmé de malade de coronavirus au sein de l'établissement. L'objectif, c'est de pouvoir s'organiser de la manière la plus sécurisée possible. Cela permettra notamment de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des EHPAD pour éviter les contaminations des autres résidents. Cela permettra aussi de prendre des dispositions appropriées à l'égard du personnel selon les résultats des tests. Vous le savez, il est possible d'être testé positif sans ressentir pour autant le moindre symptôme et en pouvant donc travailler. Mais le savoir permet de prendre de meilleures décisions d'organisation. Par exemple, en permettant au personnel positif mais asymptomatique de travailler au sein des unités regroupant des personnes déjà malades. En sachant, nous serons mieux armés. Pour permettre cette opération de dépistage à grande échelle,
Nous mettrons en place des moyens de projection importants au sein même des établissements, avec les laboratoires. Vous savez que j'ai autorisé l'ensemble des laboratoires de ce pays à pouvoir participer à l'effort de dépistage national, mais aussi en associant la réserve sanitaire et en travaillant localement avec les conseils départementaux. Je me suis entretenu avec Dominique Bussereau, président de l'Association des départements français, qui m'a assuré du plein et entier soutien des départements pour pouvoir mener dès demain des actions massives de dépistage dans tous les établissements. Et je sais que beaucoup d'élus locaux, je me suis entretenu à ce sujet avec la maire de Paris ce matin, sont tout à fait prêts à mener cette bataille à nos côtés et je les en remercie. Des équipes mobiles seront enfin mises en place, des bus de prélèvement seront créés et déployés partout où cela est nécessaire. Je vous le redis, dans la bataille que nous menons contre le coronavirus, la protection des publics les plus fragiles est la priorité des priorités pour nous. Je vous remercie. Je vais peut-être prendre quelques questions, 3 questions, pas plus. Merci. Une question pour Le Monde. A-t-on une estimation de l'impact du confinement? À combien estime-t-on la proportion de la population qui a déjà été infectée? C'est 2 questions importantes et très longues. Vous répondre que la semaine dernière, j'ai communiqué les chiffres d'un institut anglais qui s'appelle l'Imperial College of London et qui estimait déjà à 2500 vies sauvées l'impact du confinement, c'est-à-dire qu'ils estimaient que toutes les 8 minutes, nous avions permis de sauver une vie en restant chez nous. L'impact du confinement, il est visible dans les territoires où le virus circule beaucoup, puisque la pression qui est encore très forte, énorme sur les hôpitaux. C'est pour ça que je dis bien que le confinement doit se poursuivre. J'entends les questions des Français sur la suite et je les comprends, mais l'heure est à rester chez nous et à poursuivre cet effort de confinement. On le voit, ce confinement a un impact visible, palpable. En France, on commence à le sentir. À l'étranger, là où le confinement a été mis en œuvre parce que l'épidémie avait commencé plus tôt, nous avons aussi la conviction que ce confinement permet de sauver des vies. Une question pour France Info. Martin Hirsch a dit ce matin que l'effet du confinement était en deçà de ce que les experts attendaient. Est-ce que vous confirmez et a-t-on atteint le plateau espéré? Je redis pour que les Français comprennent l'impact du confinement. Il y a ce qu'on appelle, sans rentrer trop dans les détails, il y a ce qu'on appelle le R0. Le R0, c'est la capacité de quelqu'un qui est contaminé à contaminer d'autres personnes. Si le R0 est supérieur à 1, ça veut dire qu'un malade va contaminer plus d'une personne et donc que l'épidémie va prendre de l'ampleur. Si le R0 est inférieur à 1, ça veut dire que petit à petit, les malades contaminent moins de personnes et donc l'épidémie peut s'atténuer, voire disparaître. Nous avons beaucoup de modélisations françaises, étrangères, et beaucoup de calculs de cas sur l'ensemble du territoire. Les derniers chiffres qui me remontent, mais qui sont à prendre avec beaucoup de précautions, attestent que grâce à l'effet du confinement, ce fameux R0 est aux alentours de 1 et probablement un peu en dessous. Et dans certaines régions, il est même nettement en dessous de 1. Dans d'autres territoires, il reste supérieur à 1, raison pour laquelle il faut continuer à rester chez nous, je ne le répéterai jamais assez, et raison pour laquelle il faut encore amplifier notre capacité de patience dans cette période difficile, parce que c'est à ce titre qu'on est capable de faire tomber ce R0 en dessous de 1 et de faire en sorte que l'épidémie, nous puissions la battre. Les 2 autres paramètres d'une épidémie, nous ne pouvons pas les maîtriser, c'est la contagiosité d'un virus et c'est la durée pendant laquelle on est contagieux quand on a été contaminé. Le seul paramètre qu'on maîtrise pleinement, c'est celui de la distanciation sociale grâce au confinement. Et la dernière question, le quotidien du pharmacien. Les pharmaciens ont fait 2 demandes au ministère de la Santé. La première, l'autorisation de vendre des masques alternatifs au grand public. La seconde, de participer à la réalisation des tests sérologiques. Quelle est la réponse du ministère? Si elle est positive, à quelle échéance? Depuis le premier jour de cette crise, à chaque fois que j'ai été interpellé par des professionnels de santé qui m'ont fait une demande, nous avons toujours examiné la demande et sauf rare exception justifiée, j'ai toujours donné un accord, et un accord rapide. Souvenez-vous, lorsque les pharmaciens ont demandé à pouvoir fabriquer eux-mêmes les solutions hydroalcooliques, ils ont été autorisés à le faire. Lorsque des laboratoires départementaux, vétérinaires, scientifiques, de police ou de gendarmerie ont demandé à pouvoir eux aussi participer à l'effort national de test, j'ai pris un décret pour les autoriser à le faire. Toute demande est examinée. La question des tests sérologiques, elle relève surtout de notre capacité à disposer de ces tests. Non pas parce que la France ne serait pas capable de les avoir, mais elle dépend de la recherche et de l'innovation qui est en train d'aboutir. Et nous avons des procédés de tests sérologiques qui seront bientôt matures et que nous allons pouvoir commander puis distribuer. Les réseaux de distribution pourront éventuellement associer les pharmaciens. Je regarderai ça avec la plus grande attention. S'agissant enfin de la question des masques non soignants, attention encore une fois, il y a de la vigilance.
sur cette question qui est fondamentale et je comprends qu'elle intéresse au plus haut point les Français. Elle m'intéresse et comme citoyen, et comme médecin, et comme ministre de la Santé. Je rappelle que les masques médicaux, chirurgicaux, FFP2 sont réservés à un public, et notamment les soignants et les personnes fragiles, que le Premier ministre a annoncé qu'il y avait des masques qui sont des masques non soignants destinés aux Français de ce qu'on appelle la deuxième ligne. Ce sont des personnes qui sont au contact avec du public et qui ont besoin d'avoir une protection particulière, et que par ailleurs, la réflexion sur le port du masque en population générale, cette fameuse question qui soulève beaucoup d'autres questions à l'étranger, nous sommes en train de la regarder comme nous le faisons depuis le début, avec humilité face à un risque inconnu, qui est cette épidémie virale, avec humilité face à l'évolution des données qui nous reviennent tant au niveau national que depuis l'étranger. J'entends que certains pays prône le port du masque en population générale. J'entends aussi que des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé considèrent que le port du masque ne doit surtout pas pénaliser les gestes barrières qui sont encore plus protecteurs. Nous saisissons les autorités scientifiques de ce pays pour leur demander si la doctrine doit évoluer, étant donné que l'avis d'un certain nombre de scientifiques a pu évoluer. Je n'ai pas la réponse à l'heure à laquelle je vous parle, mais je vous promets de vous la donner dans les meilleurs délais. C'est une question dont je comprends, encore une fois, qu'elle intéresse les Français. Il n'y a pas de changement radical de doctrine, il y a toujours une évolution, une capacité à nous adapter collectivement face, encore une fois, à ce qui relève, je le redis avec humilité, d'une menace épidémique que nous ne connaissions pas, que le monde n'avait jamais connue jusqu'à présent. Je vous remercie.